Bonsoir mes chers amis, eh bien nous voici au 13e live, donc il s'agit d'une réflexion sur l'actualité en dehors des médias mainstream et il s'agit surtout pour mes amis d'un petit message d'amitié puisque avec ce live je peux vous parler librement, sans masque, avec le sourire et voilà, nous avons besoin de ce message d'amitié à l'heure où on nous impose encore la distanciation sociale. Alors ce soir, ça sera un live spécial Journée des maires du bien commun. En effet, il existe une association des maires du bien commun en France et le président de l'association des maires du bien commun, maire lui-même d'une petite commune, Monsieur Éric Viau, m'a invité à la journée le 25 février, donc c'était jeudi dernier, à Paris. Et j'étais enchantée d'aller à la rencontre de ces maires. Il s'agit de quelques maires de petites communes ou de plus grosses communes en France. Et comme son nom l'indique, eh bien, ces maires œuvrent pour le bien commun de leur ville et ne sont pas dans des, en course pour leur carrière politique. J'ai eu donc la chance de les rencontrer et particulièrement Xavier Lemoine, qui est le maire de Montfermeil depuis 2002. Montfermeil qui se trouve dans le 9-3, et donc sa ville et la façon dont il s'y investit m'intéresse beaucoup parce que, en tant que tarasconnaise, eh bien, Montfermeil, c'est un petit peu Tarascon sans le patrimoine historique magnifique de Tarascon, mais avec une population métissée, et puis donc avec cette difficulté de gérer une ville où finalement eh bien, ce remplacement de la civilisation française est aussi à l'œuvre, mais Xavier Lemoine a été, pourtant il ne mâche pas ses mots par rapport à ce problème-là, et il est maire depuis 2002. Il a été réélu au premier tour en 2008, 2014 et 2020, donc il entame son 4e mandat, et c'est vraiment un homme de terrain tout en étant extrêmement sérieux et extrêmement investi pour ce bien commun. Pourtant, Xavier Lemoine a clairement déclaré en 2006 « Quand la France renie sa propre histoire et passe son temps à s'excuser de l'esclavage, de ses conquêtes et du colonialisme, faut-il s'étonner que les immigrés s'en prennent à la France et qu'ils ne le respectent pas. Malheureusement, la France ne leur a pas demandé de changer. Elle les autorise à parler arabe et à cultiver leur héritage aux dépens de la culture française. » Vous voyez qu'il ne s'en prend pas aux immigrés, mais il s'en prend à nos dirigeants qui semblent ne pas aimer la France. Ce sont les dirigeants qui semblent ne pas aimer la France. Et donc, je vous propose une vidéo où on voit Xavier Lemoine qui a organisé dans sa ville, il a organisé il est à l'origine d'initiatives avec les enfants, les adolescents, les adultes, pour que sa ville de Montfermeil, 27 000 habitants, fasse réellement cité et œuvre pour le bien commun. C'est juste une petite initiative là où un enfant vient l'interviewer, Mohamed, sur la citoyenneté. Comme ça, vous allez voir un petit peu le style de Xavier Lemoine, qui est une réussite, puisqu'encore une fois, il a été élu au premier tour depuis 2008, oui, et il est aimé et il fait de l'excellent travail. Je vous en parlerai aussi dans la première partie de ce live. Adresser à une autorité locale pour en savoir plus sur les droits et les devoirs. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Mohamed. Merci de nous avoir acceptés. On va vous poser quelques questions. D'accord. Pour vous, quelle serait la définition de la citoyenneté ? Qu'est-ce qu'il y a comme mot dans le mot citoyenneté ? Il y a le mot citoyen ? Oui, alors encore, un peu plus petit comme mot. Il y a le mot cité, citoyen. Et donc à partir de là, on peut dire que la citoyenneté, c'est tout ce qui rassemble
des personnes dans les affaires de la cité. Donc la personne humaine, elle n'est pas faite pour vivre seule. Tout seul, on ne peut pas se débrouiller et subvenir à tous ses besoins. On a besoin des uns et des autres parce qu'on a des talents complémentaires. Et pour ça, on se groupe dans des cités. Et ces cités, il faut les organiser. Et donc la manière de s'organiser et toutes les affaires que l'on a en commun au sein de la cité, et cette appartenance à la cité, eh bien, c'est ce qu'on appelle plus communément la citoyenneté. Ça veut dire vous faites partie d'un ensemble qui s'est donné un certain nombre de règles de fonctionnement pour vivre, pour survivre, pour se développer, pour s'instruire, pour se cultiver, etc., etc. D'accord. Et à votre avis, quelles sont les raisons qui font que les droits et les devoirs ne sont pas respectés par certains citoyens? Sans doute, alors c'est peut-être un peu compliqué ce que je vais dire, parce qu'on a une mauvaise conception du mot liberté. On prend la liberté comme la faculté de faire ce que l'on veut sans vérifier que les conséquences de nos actes puissent porter préjudice aux autres. Donc on est libre de tout. Enfin, on pousse les gens à dire mais soyez libres, n'ayez pas d'entrave, etc. Si j'ai pas d'entrave, si je n'ai pas de limite à mes comportements, et si on me dit que le bonheur réside dans le fait que je puisse faire tout ce que je veux, bah, je peux faire du bruit jusqu'à 3 heures du matin. Vous allez vous réveiller à 6 heures, ça va être un peu rude parce que vous n'avez pas dormi de la nuit. Mais monsieur, je suis libre de m'épanouir. Je sais pas, moi je fais du tam-tam, là, j'aime beaucoup le tam-tam. Et dans mon appartement, là, je suis en plein milieu d'un grand immeuble, je fais du tam-tam jusqu'à 3 heures du matin, c'est ma liberté. Et bon, donc on voit bien qu'on est, me semble-t-il, dans notre société, sur une mauvaise vision, perception, compréhension de la liberté. Et donc ce sont des libertés qui se frottent à d'autres libertés. Et effectivement, il y a, on le dit aujourd'hui, il y a un manque de civisme. Alors vous avez pu voir que Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil, est très abordable et qu'en quelques minutes, il a expliqué à cet enfant de Montfermeil qu'est-ce que voulait dire finalement le bien commun ou citoyenneté. Et voilà, donc du coup, des petits jusqu'aux grands, eh bien, ce maire est apprécié et fait un excellent travail, et parfois à contre-courant de ce que le système voudrait, dans lequel voudrait qu'il aille. Voilà. Maintenant, je vais aborder donc les 2 points qui ont été exposés durant cette journée des maires du bien commun. Il s'agit de l'intervention d'un médecin de Réinfo Covid, parce qu'il s'agissait d'exposer aux maires et aux élus comment les maires pouvaient rassurer leur population vis-à-vis de cet affolement et vis-à-vis de l'épidémie. Et dans un deuxième temps, il y a un juriste qui est intervenu et qui nous a parlé de la dérive autoritaire de la France depuis 2020. Donc voilà, je vais vous exposer moi-même ce que j'ai retenu essentiellement, parce que c'était extrêmement riche, donc je ne vais pas pouvoir vous exposer, mais en tout cas ce que j'ai retenu et qui complète mes lives précédents, puisque bien sûr qu'on en a parlé beaucoup dans les lives précédents. J'en ai parlé beaucoup dans les lives précédents. Alors, ce médecin de Réinfo Covid, qui est réellement médecin et qui est très engagé par rapport à l'épidémie, en tout cas comment soigner les patients qui seraient affectés par le virus, eh bien, nous a dit clairement que la science aujourd'hui était contrôlée par la finance. Et l'exemple de l'hydroxychloroquine, du protocole Raoult, qui a été interdit par la ministre de la Santé dès le 13 janvier 2020, eh bien, il faut savoir que cette hydroxychloroquine est 58 000 fois moins toxique que le paracétamol. Et le docteur Fauci lui-même, qui est le médecin américain à la Maison-Blanche, qui avait affolé toute la population américaine, puisqu'il avait parlé de millions de morts, mais il faut savoir que le docteur Fauci, qui a dissuadé notamment Trump de faire utiliser l'hydroxychloroquine par ses médecins, et bien ce docteur Fauci, pourtant, en 2015, avait dit
que c'était le meilleur médicament pour lutter contre le coronavirus. Et en 2020, c'était le premier à dissuader donc les États d'utiliser l'hydroxychloroquine. Il faut savoir aussi que ce docteur Fauci, c'est celui qui a, avec Bill Gates, donc vous voyez, c'est une histoire de financier, Bill Gates qui a d'ailleurs augmenté sa fortune, il est passé de 80 milliards à 120 milliards là, ces derniers temps. Il fait partie aussi, lui, avec le docteur Fauci, de l'initiative du plan d'action mondial pour les vaccins. Or, donc vous voyez que ça peut rapporter gros de miser dans les laboratoires pharmaceutiques pour fabriquer des vaccins. Eh bien, ce médecin, comme d'autres médecins sérieux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas renoncé au serment d'Hippocrate, disent qu'il n'y a pire qu'un mauvais virus, un mauvais vaccin. Il nous a donné aussi comme chiffre par rapport à ce mauvais vaccin, eh bien, Israël, qui compte aujourd'hui 57% des morts sont des personnes vaccinées en Israël. Sur les 113 000 premiers vaccinés dans le monde, beaucoup sont en invalidité aujourd'hui. Alors qu'en Inde, où on a qui ne subit plus de mesures par rapport au virus, eh bien, donc pas de masque, pas de confinement, etc., eh bien, l'Inde n'a plus de morts, ne compte plus de morts du coronavirus, tout simplement parce que, eh bien, l'Inde a fait confiance à son immunité collective. Et ça marche, l'immunité collective, contrairement à ce qui est diabolisé en France et dans d'autres États. L'Inde a utilisé des traitements qu'il utilise traditionnellement, c'est-à-dire le traitement ayurvédique. Il y a 800 000 homéopathes en Inde. Et l'Inde a distribué des kits de prévention pour justement augmenter l'immunité, c'est-à-dire des kits avec du zinc, de l'ivermectine, qui marche aussi bien que l'hydroxychloroquine. Et voilà, donc l'Inde, aujourd'hui, ne compte plus de morts du Covid-19. Il faut savoir que les morts, notamment en France, qui sont, les victimes de la Covid-19 étaient des personnes qui avaient une espérance de vie très courte. Donc voilà la réalité des décès du Covid en France. Et il y a toujours, et c'est ce que le médecin a mis aussi en exergue, moins de lits de réanimation. Et par rapport à ces services de réanimation, l'ARS, vous savez, c'est la grosse administration de la santé aujourd'hui qui gère beaucoup de choses, en lieu et place de la liberté de la médecine, eh bien, l'ARS préconise 21 jours en réanimation lorsque c'est nécessaire, alors que lorsque ces patients dans ces services de réanimation sont traités avec l'hydroxychloroquine, eh bien, au bout de 5 jours, ils sont en pleine forme, mais parce que l'ARS a préconisé les 21 jours, eh bien, ils doivent rester dans ces services de réanimation. Et vous voyez bien que cela, du coup, empêche que les malades du coronavirus, de la Covid-19 qui auraient besoin d'un lit de réanimation, ils encombrent, ces gens-là encombrent la réanimation. Vous voyez donc la gestion, particulièrement en France, qui est faite de cette épidémie, entre guillemets. Et donc, ce médecin concluait bien sûr aussi que les dégâts collatéraux causés par la gestion de cette épidémie sont bien plus importants que les décès dus à la Covid-19, en tout cas que cette épidémie elle-même. Donc je pense bien sûr au laminage de notre économie, aux troubles psychiatriques et aux dépressions qui sont
vraiment en augmentation dans notre pays. Les étudiants particulièrement, quand j'ai pris le taxi pour me rendre sur le lieu à Paris, là, sur le lieu de la réunion, eh bien le chauffeur de taxi me disait qu'il y avait des suicides d'étudiants, et des étudiants qui avaient des idées suicidaires, parce qu'ils étaient, depuis le début du confinement, ils étaient enfermés dans leurs 20 mètres carrés et qu'ils ne voyaient personne. Donc il y a de quoi, effectivement, en pleine force de l'âge, être dépressif et même suicidaire. Voilà, donc du coup, toutes ces mesures sociales d'ailleurs n'ont pas été prouvées, c'est-à-dire que le confinement, le couvre-feu, les masques, il n'y a rien de prouvé que c'est efficace. Donc vous voyez, ce que l'on subit alors que ce n'est pas prouvé que c'est efficace pour lutter contre l'épidémie, les fermetures de magasins, voilà. Donc voilà, tout ça, c'était très intéressant de le réentendre, hein. Donc je vous ai dit l'essentiel de ce que j'ai retenu, puisqu'il y avait d'autres choses encore. Et ce qui m'est, apparu peut-être nouveau, que je ne savais pas, c'était à quel point les médecins aujourd'hui, les médecins libéraux, étaient persécutés pour soigner comme la doxa du système, les obligeait à soigner. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres de prescrire ce qu'ils veulent, et ils peuvent être très rapidement, je trouve plus mes mots. Sanctionnés, c'est-à-dire qu'en fait, on les empêche d'exercer leur métier. Donc évidemment, un jeune médecin ne peut pas se permettre de risquer de ne plus exercer. Vous savez que le 22 décembre 2020, d'ailleurs, il y a eu un décret où on leur stipulait bien qu'il fallait qu'ils prescrivent ce qu'on leur demandait de prescrire. Je vais revenir d'ailleurs à Xavier Lemoyne à ce propos, parce que Xavier Lemoyne, bien conscient de cette difficulté par les médecins, et même pour les hôpitaux, lui a soutenu l'hôpital de sa ville, et il s'avère que c'est un hôpital qui a bien moins de décès du Covid, et il a soutenu aussi les pharmaciens et les médecins, et il s'adresse au Conseil de l'Ordre pour soutenir les médecins qui sont persécutés. Donc voilà, donc bravo à Xavier Lemoyne, parce qu'il faut être courageux aujourd'hui pour le faire, mais son autorité morale de maire est bien pour la paix publique, puisqu'en fait un maire, c'est sa mission première, c'est la paix publique, et bien il l'a employé dans ce sens-là, plutôt que de se coucher devant un système qui lui dicterait des choses qui ne sont pas forcément bons pour le bien commun de sa ville. Voilà. Je vais maintenant laisser place au petit jingle avant de passer à l'autre sujet. Voilà, alors deuxième sujet qui a été exposé par un juriste, toujours par rapport à l'attitude de l'État vis-à-vis de l'épidémie, eh bien, tout le monde a pu se rendre compte en France de cette dérive autoritaire, notamment depuis 2020. Qui n'a pas été menacé d'une amende parce qu'il ne portait pas le masque correctement ou qu'il ne portait pas le masque, le confinement ou le couvre-feu à 18h, la répression des manifestations, etc., etc. Et déjà dès 2019, il faut savoir qu'en mars 2019, l'ONU elle-même, l'Organisation des Nations Unies, évoquait un usage violent et excessif de la force. Demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. C'était notamment par rapport à la répression des Gilets jaunes. Alors, il n'est pas question de parler de dévoiement des Gilets jaunes qui a amené effectivement à une grande violence de la part notamment des Black Blocs. Mais là, c'était sur une population qui manifestait de façon totalement pacifique. Et même l'ONU donc, l'a évoqué dès mars 2019. Et puis, il y a aussi le magazine The Economist qui là, en février 2021, qui parle pour la première fois
qu'on ne classe plus la France comme démocratie à part entière, mais comme démocratie défaillante. C'est, à mon avis, extrêmement grave à l'heure où on parle de la liberté d'expression, la France classée dans les démocraties défaillantes. Voilà. Alors, cet autoritarisme par rapport aux mesures sanitaires était des mesures sanitaires parce qu'elles étaient disproportionnées par rapport à l'état réel de l'épidémie. Et notamment, l'État a supprimé le contrôle du Parlement. Or, pour mettre en œuvre l'état d'urgence, il suffisait que l'État se réfère aux lois de 2004 et notamment l'article L3131-1 du Code de la santé publique de 2004 qui permettait au ministre de la Santé déjà de prendre les mesures nécessaires. Or, le président de la République a souhaité revoter, enfin en tout cas mettre en œuvre l'état d'urgence en 2020. Et normalement, il aurait dû demander justement au Parlement de voter cet état d'urgence. Or, il ne l'a pas fait, il ne l'a simplement mis en débat. Et c'était en fait finalement pour dramatiser artificiellement la situation. Et d'ailleurs, c'était suite, en tout cas c'était parallèle à cette déclaration qu'il a faite le 17 mars à la télévision, « Nous sommes en guerre ». Alors pour marquer que nous sommes vraiment en guerre, il a mis en exergue cet état d'urgence sanitaire qu'il a d'ailleurs prorogé le 15 février dernier. Donc une volonté de dramatiser artificiellement la situation et de s'affranchir du Parlement, c'est-à-dire de le faire, lui, tout seul, de façon totalement totalitaire, on va dire. Le Conseil d'État aurait pu défendre nos libertés comme c'est sa fonction. Or, le Conseil d'État lui-même a tout entériné de ces dictates du président de la République. Il a même encouragé, en fait, sous prétexte d'attentats islamistes ou de l'épidémie de Covid-19, eh bien, de contrôler les écoles hors contrat, par exemple. Il faudrait que les enfants, dès l'âge de 3 ans, appartiennent littéralement à l'école de la République. Cet État est en train de menacer de dissolution toutes les associations d'opposition. Là, on a eu dernièrement le cas de la menace de dissolution de Génération Identitaire, de jeunes gens qui veulent que la France soit respectée. La censure sur Internet, et vous savez certainement ça aussi, vous, mes chers amis, il va bon train puisque les lois votées sont de plus en plus restrictives pour la liberté d'expression sur Internet, les drones qui sont chargés de nous surveiller et un fichage de plus en plus grand. Voilà. Et donc, dans la réalité, eh bien, on a vu des personnes, des hôpitaux, des EHPAD, devoir répondre aux exigences de l'État au prix d'une inhumanité qui crève le cœur. Et je vous propose de regarder une vidéo où l'on peut voir en quoi aujourd'hui les médecins, les hôpitaux sont sous ces directives et sous ces directives de l'État qui est lui-même est dans les mains, on va dire, des financiers. Direction, à part la dernière direction, c'est un peu différent, mais chaque direction m'a toujours demandé de gérer le budget, de baisser le budget, etc., que la kinésithérapie coûtait trop cher à l'établissement. On est quand même passé de 5 kinés à 2. Voilà, et après on se demande comment les gens se contaminent. Alors là, je suis pas d'accord pour le coup. Vous avez un virus, vous avez été voir Madame Guérel qui n'est pas infectée. Est-ce que vous infectée de quoi, moi ? Vous avez un virus. Je vous explique ce que vous faites. Là, vous touchez toutes les rampes. La rampe, là, elle a nettoyé du coup. Je ne veux pas rester sans télé. Vous allez rester dans votre chambre et j'appelle Dominique pour qu'il vous remette la télé. Mais arrêtez d'aller voir les autres, s'il vous plaît. Mais ça dure combien de temps, ça ? Au moins 3 semaines. Au moins 3 semaines, quoi. Non, je vous plaisante. On n'en sait rien du tout, en fait.
Combien de temps vous allez être en quarantaine? Mais j'ai aucun symptôme. Bah tant mieux pour vous. Ben non, mais enfin, je fais pas de fièvre. Vous avez pas de contracture musculaire? Pas du tout. Vous avez pas de problème dans le nez, dans la gorge et dans les oreilles? Rien. Rien du tout, vous êtes en pleine forme. Comme ça. Enfin, regarde, il me laisse sortir quand même. Non, il vous laisse pas sortir, c'est vous qui sortez toute seule. Normalement, vous devez rester dans la chambre. Allez, à bientôt. Oui, à bientôt, parce que vraiment, je peux pas lire, je peux pas écrire, je peux rien faire. Tu sais, c'est pas drôle, hein. Vous pouvez causer. Buonasera a tutti dal Vicolino di Varese, locale strapieno, tutti contenti. L'avevamo promesso, avremmo fatto riaprire i locali, un po' alla volta li faremo riaprire tutti, l'abbiamo promesso settimane fa. Libertà! 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 Bon, moi, tu sais où c'est les endroits dangereux. Voilà. Elle est magnifique cette il y a beaucoup de choses oui, il faut changer le masque. Donc, quelle tristesse de voir notre jeunesse dans cette file d'attente pour aller se ravitailler. C'est d'une tristesse, c'est quasiment incroyable. Notre pays est à genoux. Notre pays est à genoux. Le président de la République doit, c'est son devoir, défendre les intérêts de la nation. Donc nous sommes légitimes à nous poser la question, Monsieur Macron serait-il coupable de haute trahison par rapport à notre pays? Voilà. Je vais maintenant tout simplement vous lire la conclusion de ce que le juriste nous a dit jeudi lors de cette journée des maires du bien commun, cet éminent juriste, sur le sujet de la dérive autoritaire de la France en 2020. En conclusion, l'épidémie du Covid et les attentats islamistes appellent bien entendu des réponses proportionnées, mais certainement pas la suppression des libertés élémentaires des citoyens pacifiques ou en bonne santé. En 2020, on a infligé aux Français un couvre-feu général. Le dernier date de 1940, pendant la guerre. Un confinement qui n'est autre en droit qu'une assignation à résidence. Il n'y a pas de précédent. Le régime pour les terroristes étant plus souple. L'obligation du masque, l'interdiction de visite dans les EHPAD, l'interdiction de travailler pour une partie importante de la population, ceci n'a aucun précédent non plus.
et l'interdiction de manifester. Le gouvernement a légalisé le fichage de la population dans le cadre du décret pour le fichier GIPASP et la loi Sécurité globale, qui renforce certaines dispositions de police administrative et l'utilisation de drones. Par ailleurs, la logique du confinement ou du couvre-feu a été initiée par la Chine, qui est une dictature. Nous avons tous copié le modèle chinois sans que personne ne s'en émeuve. Donc voilà mes chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Et donc vous pouvez me retrouver sur mon Facebook, sur Twitter, sur le blog lopi-valerie.fr. À bientôt, au revoir.